Mercredi 5 août 2026, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Viva Info en version française. Dans les actualités de ce soir, ouvrons le journal dans la page sportive. Les Inkway U18 ont parfaitement lancé leur campagne en Côte d'Ivoire. L'équipe nationale malagasy de basketball s'est imposée de justesse face au Gabon sur le score de 68-65 ce 5 août lors de son premier match de la FIBA Afro-Basket U18 disputé à Abidjan. Très disputée jusqu'au bout, la rencontre s'est décidée dans toutes les dernières secondes grâce à un tir au buzzer qui a offert la victoire à Madagascar. Le Gabon avait pourtant pris les commandes en début de match, menant 37-27 en s'appuyant sur un jeu très physique. Les Malgaches ont ensuite effectué une belle remontée au troisième quart-temps, revenant à 51-48 avant de prendre l'avantage. Lors du dernier quart-temps, les deux équipes se sont livrées un véritable mano à mano avec des égalités de très faibles écarts, notamment 57-55, 59-59 et enfin 68-65 à quelques secondes du coup de finale sifflé. Les Inkway ont finalement fait la différence pour s'imposer 68-65 grâce à un tir à 3 points au buzzer. Dans les actualités de ce jour également, partons dans le nord du pays où des centaines de personnes ont été dupées et un homme a été retrouvé mort à Nzangouvé, Racha, dans le district de Sambave le mois de juillet dernier. Selon les informations, un individu s'est présenté comme responsable du recrutement pour un chantier routier et a promis des emplois aux habitants en contrepartie d'une somme dont chacun futurs employés devait s'acquitter. Il a ensuite disparu après avoir encaissé leur argent. Par ailleurs, un homme du village qui l'avait emmené avec lui a été retrouvé mort à son domicile avant la disparition de cet escroc. Reportage. Un homme de plus de 60 ans, particulièrement éloquent et persuasif, est arrivé à la fin du mois de juin dernier dans le Fukuntan d'Anjan Madiou, commune rurale d'Nzangverach, district de Sambave. Il s'est présenté comme le responsable d'une entreprise de construction routière. Il a promis des emplois aux habitants et leur a demandé de fournir des documents ainsi que la somme de 25 000 ariars par futur employé pour préparer leur dossier à Antananarivo. En quelques jours, plus de 100 personnes se seraient inscrites. Le 9 juillet, il a affirmé qu'une importante somme d'argent devait arriver à la banque. Il s'est alors rendu à Sambave pour la retirer, accompagné de Rassamuel Jean-Jacques, une figure respectée du village. C'est la dernière fois que Jean-Jacques a été vu vivant. Ce n'est que le dimanche 12 juillet que le corps de Rassamuel Jean-Jacques a été découvert à son domicile à Sambave. Le corps était déjà en état de décomposition. À ce jour, la famille recherche toujours l'escroc, soupçonné d'être impliqué dans la mort de Jean-Jacques. L'affaire est désormais entre les mains des forces de l'ordre et la publication d'un avis de recherche est actuellement attendue. L'association des personnes atteintes d'albinisme réclame la peine la plus sévère, à savoir la réclusion criminelle à perpétuité à l'encontre des 15 personnes arrêtées hier. Elle demande également l'accélération des enquêtes afin d'identifier et d'interpeller toutes les personnes citées dans l'affaire du meurtre de l'enfant atteint d'albinisme à Mahabou. Parmi les personnes mises en cause figurait un gendarme ainsi que les individus chargés de prélever les yeux des personnes atteintes d'albinisme et les financiers qui soutiennent ce trafic particulièrement cruel. Reportage. Les criminels recherchent des personnes atteintes d'albinisme encore en vie. Ce sont principalement leurs yeux qui sont revendus pour des sommes pouvant atteindre environ 400 millions d'ariars. Les aveux recueillis hier dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de l'enfant atteint d'albinisme à Mahabou, dans le district de Bétchouk, ont également révélé l'existence d'un véritable réseau criminel. Celui-ci impliquerait des acteurs locaux avec des complicités au sein des forces de sécurité. L'association des personnes atteintes d'albinisme exige des sanctions exemplaires, une enquête approfondie, ainsi que l'identification et l'arrestation de toutes les personnes citées dans cette affaire. Au-delà des arrestations, elle estime que le résultat de l'enquête doit être rendu public. Une question continue notamment de préoccuper l'association et demeure sans réponse à ce jour. Que deviennent les yeux des enfants atteints d'albinisme? Par ailleurs, plusieurs autres affaires sont toujours en attente d'une évolution judiciaire, notamment les meurtres de personnes atteintes d'albinisme commis à Mampkougne, Impani, Marvoy, Tuamassen et dans plusieurs autres localités du pays.
Toujours dans cette page fait divers, 2 personnes ont perdu la vie dans l'incendie survenu à Antsambil-Ivat dans la nuit d'hier. 6 habitations ont également été ravagées par les flammes et entièrement détruites. L'incendie s'est déclaré vers 22 heures. Son origine n'a pas encore été déterminée car les résultats de l'enquête sont toujours attendus. Les habitants du quartier se sont mobilisés pour maîtriser les flammes et empêcher leur propagation aux maisons voisines. Outre les 2 pertes en vie humaine, le sinistre a causé d'importants dégâts matériels. Pour poursuivre ce journal, le ministre des Transports et de la Météorologie a émis hier une réquisition enjoignant les agents de l'ASECNA à poursuivre normalement leur activité alors qu'un mouvement de grève était prévu du 5 au 7 août 2026. Le ministère a précisé que cette réquisition n'avait pour objectif d'interdire le droit de grève. Elle s'appuie sur le statut commun régissant les personnels de l'ASECNA dans ses 19 États membres en lien avec les décisions prises par l'institution, ainsi que sur le statut particulier des agents de l'ASECNA. Le communiqué indique également que le ministre des Transports et de la Météorologie avait invité le directeur général de l'ASECNA à effectuer une visite officielle à Madagascar du 3 au 8 août. Toutefois, cette visite n'a pas pu avoir lieu en raison du mouvement de grève annoncé. Le document précise enfin que les difficultés entre le siège de l'ASECNA et la représentation à Madagascar devraient être réglées au cours de l'année 2027. En conséquence, les services de navigation aérienne ainsi que les vols à destination et au départ de Madagascar ont continué à fonctionner normalement. Poursuivant dans la page économique, la Haute Cour constitutionnelle a jugé conforme à la Constitution la voie choisie par l'actuel gouvernement concernant l'importation directe d'hydrocarbures à Madagascar. Selon cette disposition, une nouvelle société publique sera créée pour gérer les importations d'hydrocarbures, une décision qui pourrait toutefois comporter des risques si elle est mise en œuvre selon certains commentaires. Reportage. Après son adoption par l'Assemblée nationale, la loi numéro 2026-006, qui énonce les principes régissant l'exercice de certaines activités dans le secteur de l'importation des hydrocarbures par l'intermédiaire d'une entité habilitée par l'État malagasy, a été soumise à la Haute Cour constitutionnelle. Le président de la refondation de la République de Madagascar avait saisi la HCC le 20 juillet dernier afin qu'elle se prononce sur sa conformité à la Constitution. La décision de la HCC publiée le lundi 3 août a déclaré que l'État pouvait désormais importer directement des hydrocarbures, la loi étant jugée conforme à la Constitution. Dans cette décision, la HCC indique que considérant que la loi soumise au contrôle de la Haute Cour de Séan a pour objet de définir les principes fondamentaux régissant certaines activités de l'aval pétrolier menées par une entité habilitée par l'État, en vue de garantir aux consommateurs finaux ainsi qu'au pays un système d'approvisionnement en hydrocarbures résilient, durable, adéquat, fiable, efficient et économique. Qu'elle organise à cette fin l'activité d'importation des produits pétroliers confiée à une entité spécialement habilitée, les autres activités de la chaîne d'approvisionnement, le régime d'accès aux infrastructures essentielles, la planification de l'opération d'importation, la continuité de l'approvisionnement, les prix et la fiscalité, la qualité des produits, ainsi que les infractions et sanctions y afférentes. Par ailleurs, la HCC indique également que considérant que l'article 7 de la loi des ferrés maintient le principe de la libre ouverture des activités d'importation, de transformation, de transport, de stockage et de vente d'hydrocarbures à toute personne physique ou morale, malagasy ou étrangère, remplissant les conditions fixées par la réglementation en vigueur, que le mécanisme d'obligation d'approvisionnement prioritaire auprès de l'entité habilitée, institué par l'article 14, n'a ni pour objet ni pour effet d'exclure les autres opérateurs économiques du secteur, mettant à assurer, dans un contexte d'instabilité structurelle des marchés internationaux des hydrocarbures et d'insuffisante couverture territoriale relevée par l'exposé des motifs de la loi, la sécurité et la continuité de l'approvisionnement national, lesquels constituent des motifs d'intérêt général. Néanmoins, à en juger par les commentaires que nous nous sommes procurés, cette nouvelle loi choisie par l'État présente au moins 2 risques. Si l'objectif du gouvernement actuel est d'atteindre l'indépendance énergétique, une crise pourrait survenir, comme l'explique cet article de presse. Le premier risque. En s'approvisionnant auprès d'acteurs sanctionnés, la nouvelle société publique pourrait importer des produits non conformes aux standards internationaux. Les produits ainsi obtenus seraient impossibles à utiliser pour les distributeurs, les logisticiens, les compagnies aériennes, les multinationales du BTP ou encore les géants miniers présents dans le pays, dont Rio Tinto et la Korea Mine Réhabilitation et Mineral Resources Corporation. Ce scénario pourrait faire basculer Madagascar dans une crise énergétique sans précédent. Deuxième menace.
Un simple déséquilibre financier ou logistique pourrait provoquer une hausse brutale des prix de l'énergie, avec un effet domino sur l'ensemble du tissu économique. Les projets privés de stockage et d'infrastructures pétrolières seraient immédiatement gelés. La nationalisation introduit par ailleurs un risque majeur, la dépendance à un fournisseur unique, dans un pays déjà fragilisé par l'instabilité politique et la faiblesse de ses réserves stratégiques. L'identité du fournisseur de carburant avec lequel Madagascar souhaite collaborer n'est pas encore clairement connue et aucune information officielle n'a encore été communiquée à ce jour. Pour rappel, l'actuel Premier ministre avait rencontré des investisseurs russes lors d'une visite à Moscou en février, tandis que des échanges avaient déjà eu lieu entre le président de la refondation et le dirigeant de l'Oman Investment Authority, une institution active dans le secteur de l'énergie au Moyen-Orient. Pour tenter de maîtriser la hausse des prix, la Banque centrale de Madagascar renforce sa politique monétaire. Le taux directeur a ainsi été relevé de 0,5 points pour atteindre désormais 12,5%. Les détails avec Ruth Christelle Rakout-Malal. En l'espace de 3 mois, le taux d'inflation a progressé de 1,8 points. Alors qu'il s'établissait à 6,8% au mois de mars, il a atteint 8,6% en juin. Une hausse principalement liée à l'augmentation des prix de l'énergie, dans un contexte de perturbation des chaînes d'approvisionnement au niveau mondial. Pour la Banque centrale, l'assouplissement des conditions monétaires appliquées au deuxième trimestre ne suffit plus à contenir cette progression des prix. C'est pourquoi l'institution a décidé d'augmenter le taux directeur qui passe de 12% à 12,5%. Malgré ce contexte, la Banque centrale prévoit une croissance économique autour de 3% en 2026, portée notamment par le secteur des services. Par ailleurs, les réserves de change du pays atteignent actuellement 3,76 milliards de dollars. Elles permettent de couvrir environ 7 mois d'importation et constitue un filet de sécurité pour l'économie malagasy face aux incertitudes de la conjoncture internationale. Dans la page sociale de ce soir, selon les libraires d'Imbodiatou, le nombre de clients achetant des livres a augmenté pendant les vacances par rapport à la période précédente. Les parents ont surtout recherché des livres destinés aux enfants. Outre ceux qui les achètent, certains choisissent également de les louer, précisent les vendeurs dans ce reportage de Radwan Manazatov et Christian Ravonersan. À Imbodiatou, les livres sont très variés et s'adressent à toutes les tranches d'âge. Toutefois, pendant les vacances, les ouvrages pour enfants, comme les bandes dessinées et les romans, ont été les plus demandés selon les librairies. Selon leur pouvoir d'achat, certains constituent une véritable collection de livres, tandis que d'autres préfèrent les louer pendant quelques jours avant de les rapporter. Le prix d'achat et le tarif de location varient selon le type d'ouvrage. La plupart des parents achètent des livres pendant les vacances afin d'éviter que leurs enfants ne restent trop longtemps devant les écrans, notamment en jouant sur un téléphone ou un ordinateur ou en regardant la télévision pendant de longues heures. Outre les livres destinés à donner aux enfants le goût de la lecture et à leur permettre d'apprendre des langues étrangères, certains parents achètent déjà les ouvrages scolaires nécessaires pour la prochaine rentrée scolaire. Le Viva Zumba Vacances se poursuit ce samedi à la Viva Arena Ivinji. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur place ou appeler le numéro 034 07 567 88. Reportage de Ruth Christelle Rakout-Malal et Yves Janel. Après le succès de la séance de samedi dernier, le Viva Zumba Vacances revient ce 8 août. L'activité est ouverte à tous, hommes, femmes, enfants, jeunes et adultes. Comme il s'agit d'une activité sportive, les participants sont invités à se préparer en conséquence avec notamment une tenue adaptée, bouteille d'eau et autres serviettes. Un photobooth Viva Zumba Vacances sera également installé pour l'occasion, permettant aux participants de repartir avec leurs photos. Pensez à réserver votre place à l'avance en appelant le 034 07 567 88. Dans la suite des actualités de ce soir, à l'international, un nouveau centre de traitement contre l'Ebola ouvre ses portes dans le nord-est de la RD Congo, à Bunia, épicentre de l'épidémie. Les autorités sanitaires s'efforcent de contenir une épidémie que l'Organisation mondiale de la santé qualifie d'intensification à un rythme exceptionnel. France 24.
Les travailleurs de la santé dans l'est de la RDC intensifient leur lutte contre Ebola. Ce nouveau centre de traitement à Bunia est appelé à devenir le plus grand du pays. Il est conçu pour prendre en charge le nombre croissant de patients. Donc les travaux sont en cours de finalisation. Il s'agit d'un centre de 100 lits, d'une capacité de 100 lits, dont 60 lits pour les cas confirmés et 40 lits pour les cas suspects. Nous avons plus de 300 personnels qui vont travailler dans ce centre et nous comptons sur la communauté pour pouvoir accélérer le processus d'identification des cas. L'épidémie est provoquée par la rare souche Bundibugyo du virus Ebola, pour laquelle il n'existe actuellement aucun vaccin ni traitement homologué. Mais selon l'Organisation mondiale de la santé, des protocoles de recherche élaborés avant le début de l'épidémie ont permis d'accélérer l'évaluation de nouveaux traitements. Si l'on compare cette épidémie aux précédentes flambées d'Ebola, nous avons pu lancer les essais cliniques beaucoup plus rapidement. Cela est dû au progrès très prometteur réalisé dans notre manière de mener la recherche et le développement, car les protocoles avaient été rédigés avant même le début de l'épidémie. C'est précisément l'orientation que la communauté scientifique mondiale cherche à adopter face aux épidémies, faire le maximum de préparation en amont. La souche Bundibugyo du virus se propage à un rythme exceptionnel depuis la déclaration de l'épidémie en mai. Plus de 3700 cas confirmés et plus de 1650 décès ont désormais été enregistrés, ce qui en fait la plus importante épidémie d'Ebola jamais recensée dans le pays. Plusieurs vaccins et traitements expérimentaux progressent désormais en parallèle, suscitant l'espoir que l'épidémie d'Ebola puisse enfin disposer d'outils efficaces pour ralentir sa propagation. Et des exilés d'Afrique subsaharienne ont profité de l'afflux massif de migrants vers Ceuta la semaine dernière pour entrer dans l'enclave espagnole. Contrairement aux migrants marocains renvoyés dans leur pays, ils n'ont pour l'heure pas été expulsés. Ils ont été regroupés sur la plage de Trampolin au nord de l'enclave et disent souffrir de la faim. Fin 24. Sur ce bout de plage, ils sont plusieurs dizaines à attendre. Arrivés la semaine dernière, ces migrants n'ont pour l'instant pas été chassés. Originaires pour la plupart d'Afrique subsaharienne, ils ont fui la guerre, les violences ou les persécutions qu'ils disent avoir vécues dans leur pays d'origine. On m'a menacé de mort, menacé de me mettre en prison. J'ai tenu le coup jusqu'à le moment où je ne peux plus tenir le coup. J'ai décidé de fuir le Sénégal. Pour ces exilés, l'arrivée dans l'enclave espagnole représente avant tout l'espoir d'une vie en sécurité. Ali a quitté le Mali en 2024. Après 4 tentatives, il est finalement parvenu à rejoindre Ceuta. Son objectif désormais, obtenir l'asile en Europe. Mais en attendant, la réalité est bien loin de ses attentes. Nous, on est là pour demander asile. Depuis qu'on est venu, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'eau. Mais en tout cas, on ne baisse pas les bras. Mais si on va mourir ici, on va mourir ici, on va mourir. Mais pour retourner, non. Un mot d'ordre partagé par beaucoup, malgré les épreuves traversées pendant le voyage. Au Maroc, si vous n'avez pas de passeport ou de papier, personne ne vous embauche. On y souffre sans jamais rien obtenir. C'est pour cela que nous voulons rejoindre l'Europe. Nous voulons une vie meilleure et nous voulons y travailler. Une promesse pour laquelle ils ont accepté de tout risquer sur l'une des routes migratoires les plus mortelles au monde. Selon l'ONG SOS Méditerranée, 2312 personnes sont mortes ou ont disparu en mer Méditerranée en 2025. Et en Ukraine, 15 installations logistiques appartenant à Wildberry ont été attaquées en Russie au cours des 18 dernières heures, a affirmé le commandant ukrainien Robert Brovdi. Plusieurs attaques d'entrepôts ont également eu lieu dans la nuit de lundi à mardi. France 24. Des entrepôts d'e-commerce devenus des cibles privilégiées pour l'Ukraine. Nouvelle frappe dans la nuit de mardi à mercredi contre l'entreprise Wildberries. Au total, depuis la mi-juillet, ce sont une vingtaine de sites qui ont été touchés. Bilan au moins 13 morts et des centaines de blessés. Wildberries, géant russe de l'e-commerce, est accusé par Kiev d'approvisionner l'armée russe en acheminant notamment des composants sous sanction. Tatiana Kim, la fondatrice de l'entreprise aux 70 milliards d'euros de chiffre d'affaires, nie en bloc.
Lorsqu'ils nous attaquent, les terroristes dissimulent leur véritable motivation et nous accusent de vendre du matériel militaire. Mais il suffit de se rendre sur n'importe quelle plateforme mondiale comme Amazon ou Alibaba pour constater que nous ne proposons rien qu'ils ne vendent pas déjà eux-mêmes. En frappant Wildberries, c'est tout un écosystème que Kiev cherche à perturber. Les pertes sont estimées à plusieurs milliards de roubles de dégâts pour cette entreprise dont les ventes représentent 3% du PIB de la Russie, selon Bloomberg. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez avec nous pour la suite du programme. Très bonne soirée à tous. Au revoir.